une belle journée qui s'offre à nous. J'espère qu'elle a merveilleusement bien commencé pour vous. Alors cap sur le bien-être, une heure de bien-être que nous allons partager ensemble. Et aujourd'hui, une heure utile à notre épanouissement. Alors si en ce moment, vous êtes fragilisé, angoissé, déstabilisé, bref, persuadé de ne pas y arriver, de ne jamais être à la hauteur, eh bien aujourd'hui, ensemble, on va cultiver notre capital confiance. Confiance en soi, voilà un thème fédérateur, puisque tous nous doutons. Qui n'a jamais douté de soi, de son potentiel, de ses capacités? Et vous, tiens, avez-vous confiance en vous, en vos relations avec les autres, en amour, au travail? Une confiance en soi garante de notre épanouissement, un passage obligé pour accéder finalement à ses envies et aspirations. Alors pour nous aider à conquérir cette confiance en soi qui nous fait parfois tant défaut, à nos côtés, André Pitra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Coach, formateur, conférencier, vous êtes spécialisé dans le coaching relationnel et la confiance en soi, eh bien, c'est votre sujet de prédilection. Également à nos côtés, Michel Odoul, bonjour. Bonjour Charlotte. Praticien, fondateur de l'Institut français du Shiatsu. Vous êtes l'auteur de ce livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. C'est aux éditions Albin Michel. Et enfin, parité oblige, Johanna Dermy, bonjour. Bonjour Charlotte. Naturopathe. Alors, les présentations sont faites. On va parler ensemble, voilà, de notre confiance en nous durant cette petite heure. Et déjà, on va commencer ensemble par la simplicité. Parce que la confiance en soi, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On a le sentiment que c'est devenu un petit peu une notion fourre-tout, un terme galvaudé. Pour vous, tiens, on va faire un petit tour de table. Croire en soi, ça veut dire quoi? Allez, André. Allez, eh bien, on y va. Merci, on ouvre le bal, Charlotte. André Pitra. Je crois que, pour moi, tel que je vois la confiance, le summum de la confiance, pour moi, la confiance, c'est être dans un état de sérénité, dans un état d'incertitude. Je crois que si un être humain arrive à être dans cet état de sérénité, c'est-à-dire de calme, en pleine incertitude, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères, à ce moment-là, je pourrais dire qu'il pourra dire, ou cette personne pourra dire, qu'elle a connecté ce qu'on peut appeler la confiance. Parfait équilibre. Michel Odoul, la confiance en soi, est-ce que c'est cette sensation de pouvoir réussir à concrétiser ses aspirations, à prendre des décisions, à mieux gérer les défis ou les challenges auxquels on peut être confronté ? Oui, je pense que l'idée fondamentale, c'est qu'un individu qui a confiance en lui est un individu qui est ce qu'on va appeler dans son axe, dans son centre, à l'intérieur de lui-même, et qui a la certitude, c'est que quelle que soit la situation, en tout cas, il fera ce qu'il a de mieux à faire pour obtenir les résultats qui sont ceux qu'il souhaite avoir. Et que partant de là, l'idée qu'il va avoir de lui-même va être une idée d'être quelqu'un qui va être capable de faire des choses qui tiennent la route. Allez, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Johanna Dermy, la confiance en soi à laquelle nous aspirons tant, parfois, et qui parfois nous fait défaut? Parfois, elle peut nous faire défaut et ça nous ramène à notre condition d'être humain aussi. À notre vulnérabilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours des robots, nous ne sommes pas des machines. Et parfois, un peu d'instabilité peut effectivement nous permettre d'aller voir où est-ce que j'ai pas confiance en moi, quel est l'endroit qui m'instabilise, quel est l'endroit qui me fait du mal, et le visiter et redonner confiance par justement le fait que j'ai eu ces interrogations. Alors si on dresse, tiens, le portrait robot, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une personne a ou pas confiance en elle? Quelles sont pour vous les preuves flagrantes qui vous font dire que la personne à laquelle vous êtes, qui vous fait face, manque un peu de confiance en elle? André Pitra. Allez, si on fait un petit peu le portrait robot. Alors, dans le superficiel, bien entendu, on pourra... De manière générale. Voilà. Alors, d'une manière générale, c'est les conséquences. On peut voir qu'une personne n'a pas trouvé la confiance tant qu'elle reste dans sa zone de sécurité. C'est-à-dire, la zone de sécurité, c'est je sais que je devrais changer des choses, je devrais passer à l'action, je devrais entreprendre, mais... La peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Et là, c'est souvent, malheureusement, trop souvent. Donc ça, c'est les conséquences dramatiques, je dirais, dans la vie d'un individu. Et puis alors, bien sûr, au quotidien, il y a plein de petits signes, mais je dirais que ça, c'est la surface, c'est vraiment... on peut voir dans les gestes, la façon de se tenir, etc., la façon de parler, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis ouvert. Donc, on peut repérer très facilement, et il n'y a pas besoin d'avoir fait des stages de communication ou autre pour repérer quelqu'un qui dégage la confiance, puis quelqu'un qui, au contraire, est encore
encore paralysé dans ses peurs, quoi, et empêtré dans ses peurs. Michel Odoul, tout se voit, tout se perçoit, notre allure, notre attitude révèle finalement ce qui se passe, l'état d'esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, et justement, l'état de confiance en soi va se traduire par à la fois une attitude physique et psychique qui va être dans l'équilibre. C'est-à-dire que toute attitude physique ou psychique qui va être dans l'excès, que ce soit en excès apparente de confiance en soi ou au contraire dans la fermeture, signer le manque de confiance et tout transparaît. La signature de l'absence de la confiance, c'est le moment où l'émotion commence à dépasser la raison. Nous sommes des êtres qui sont constitués d'une phase visible et apparente qui est la réalité physique et ce qu'on appelle le moi ou le conscient, et puis d'une autre structure profonde, plus profonde qui est l'inconscient. Et lorsque l'on est confronté à une situation dans laquelle le niveau du conscient pense ne pas pouvoir gérer, à partir de ce moment-là, ce sont d'autres leviers qui commencent à agir en nous et qui dépassent ce que justement le conscient et la raison vont normalement devoir avoir en main, c'est-à-dire être adaptés à la situation et répondre de façon équilibrée. Alors l'inconscient, il va s'imprimer sur quoi? Sur notre attitude? C'est-à-dire qu'il y a pour vous, il y a des attitudes de fermeture par excellence? Bien sûr, à la fois dans nos attitudes physiques et corporelles. Alors quoi par exemple? On va se mettre à rougir, on va se mettre à bafouiller. On va avoir le regard qui va fuir, on va avoir les yeux qui vont se mettre à papillonner, on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Il va y avoir tout un tas de manifestations physiques qui vont traduire la réalité du vécu émotionnel de la personne. Et inversement, tiens, les attributs d'une personne qui a confiance en elle. C'est-à-dire que si on imagine que la confiance en soi, tiens, c'est une chaise, on imagine, en principe, il y a 4 pieds, les pieds de la confiance en soi, justement, pour bien stabiliser. Johanna Dermy, quels seraient pour vous les 4 piliers? L'alimentation. Ah oui, qui va nous aider, d'accord, on est d'accord. Oui. Hein. L'alimentation, parce que si on se nourrit correctement, on n'aura pas de surstress. Si on passe sa journée avec 10 cafés par jour, on va inévitablement mettre en route et en branle une perte de confiance en soi, parce qu'on sera moins centré dans son capital de digestion. Donc, alimentation, on y reviendra dans quelques instants. On y reviendra, mais c'est un de mes sujets de prédilection, donc vous me permettrez d'en parler en premier. Le deuxième axe, c'est quand même être dans la certitude que je suis dans mon axe et dans quelque chose qui me plaît, qui me convient. Ouais. Le troisième axe, c'est être conscient et en confiance dans sa respiration. La respiration amène la confiance. Et le quatrième axe, effectivement, dont parle Michel Odoul, mettre en lien le conscient et l'inconscient de façon juste. André Pitra, vous, la chaise, quels sont les pieds, les piliers de la confiance en soi? Alors, souvent, la définition que je donne de la confiance, elle est un petit peu... Enfin, ça me paraît un peu... c'est sûr, c'est un sujet très, très complexe, la confiance. Pour moi, c'est un triptyque, la confiance. Finalement, le chemin que nous avons sans doute à parcourir les uns et les autres, c'est apprendre à se faire confiance à soi. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses. Le deuxième point du triptyque, c'est la confiance en l'autre. Souvent lié, puisque si j'ai pas confiance en moi, très difficile de faire confiance à l'autre. Et puis, le troisième pilier, ce serait la confiance dans la vie. C'est à un moment donné dire, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout calculer, on est un peu dans... Il n'y a pas de hasard, hein, c'est ces notions. À un moment donné, je suis obligé de me lâcher. Et je crois que, je vois dans les accompagnements que je pratique, c'est souvent la partie la plus difficile pour un être humain, c'est le lâcher-prise, quoi. Ce fameux lâcher-prise dont on parle, mais que l'on vit rarement parce qu'on a du mal vraiment à lâcher. Oui, mais vous allez voir, c'est qu'on va réussir à lâcher prise ensemble ce matin, parce que alors, on va découvrir, en tout cas on l'a découvert en préparant l'émission à vos côtés, André Pitra, c'est ce qui est déjà extraordinaire, qui va nous donner de la confiance en nous, c'est que finalement, nous avons tous un potentiel extraordinaire, tous, à l'unanimité. Alors oui, effectivement, je crois que ce que les personnes retiennent de mes conférences, mais c'est vrai, tout mon métier part de 3 principes fondamentaux. Je pars du principe, quand je reçois une personne pour la première fois, je ne cesse de me souvenir que cette personne en face de moi, de toute façon, a un énorme potentiel. Énorme potentiel. Deuxième point, tout le fondement de mon métier repose aussi, et ma propre vie d'ailleurs, je crois que si nous avons un énorme potentiel, c'est pour nous faire une vie magnifique. Sinon, à quoi ça servirait d'avoir un énorme potentiel? Et puis le troisième point, qui est le fondement vraiment de mon métier, c'est je crois qu'il n'y a qu'une personne qui peut m'empêcher de réaliser mes rêves. Soi-même. Et ça, c'est grave, quoi. C'est pénible d'en arriver à vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a tout en nous pour réussir notre vie. Oui. Vraiment, j'en suis aujourd'hui... Michel Odoul, Johanna Dermy. Bien sûr. Je suis d'accord. Donc tout dépend de nous. Le problème, c'est de le savoir. Oui. Voilà. Oui, et de connaître son potentiel. Oui. Mais alors, vous dites, c'est qu'on a tous un potentiel extraordinaire, mais alors totalement mis en jachère
sous-exploité. Oui. C'est là que les choses se compliquent un petit peu, parce que c'est vrai, quand on dit à une personne « tu as un énorme potentiel », la personne dit « oui, ok, j'ai entendu ça, je l'ai lu dans des bouquins, je l'ai vu, j'ai fait des tas de stages qui me répètent, qui me rabâchent que j'ai un énorme potentiel. » Et oui, mais alors, comment faire pour le trouver, ce potentiel ? Et c'est là, je crois, que nous tous ici, nous sommes dans cette ligne d'aider justement les gens à faire sortir leur potentiel. Mais comment savoir justement quel est notre potentiel ? Le potentiel, c'est quoi ? Ma définition, ma définition pour moi, cet énorme potentiel que nous avons, c'est un énorme potentiel d'imagination et de créativité. Ce qui fait que finalement, une personne qui a confiance, devant les obstacles, de toute façon, elle est confiante puisqu'elle trouvera la solution. Pas consciemment. Et c'est là que c'est intéressant. Mais au fond d'elle, il y a, puisqu'on exploite environ 7 à 10% de notre potentiel, il y a 90% qu'on n'exploite jamais, ce potentiel d'imagination et de créativité. C'est-à-dire quoi ? Attendez, on n'exploite que 10% de notre potentiel. Et environ, ce sont les grands chercheurs. Aujourd'hui, on est unanime à dire qu'un être humain utilise environ 7 à 10% de son potentiel. Ça fait... Quel gâchis ! Vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Il y a 90% où on ne va pratiquement jamais chercher. Et c'est là la mine d'or, c'est une véritable mine d'or. Alors, on a le potentiel, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça bloque, Michel Odoul ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'arrive pas à y croire, on n'arrive pas à reconquérir ce capital confiance ? Prenons une analogie extrêmement simple. Vous avez quelqu'un qui a l'impression d'être pauvre et qui a oublié qu'il a un compte en banque où il y a de l'argent dessus. L'idée, si vous voulez, c'est de se dire que tout être humain, à partir du moment où il vit, où il s'incarne, a un potentiel de réalisation. Mais l'être humain, il existe à travers la conscience qu'il a de lui-même. Et cette conscience qu'il a de lui-même, ça s'appelle son image. L'image qui constitue sa personnalité. Et cette image, elle se construit. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait hasardeux. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça un jour. C'est quelque chose qui s'éduque et qui s'apprend. Qui se façonne. Et qui se façonne petit à petit au fur et à mesure des expériences de la vie. Et si, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit les expériences ou la façon dont nous les interprétons, nous laisse penser que nous ne sommes pas bien, que nous sommes quelqu'un qui n'a pas véritablement de valeur, que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas, que nous n'avons pas droit. C'est-à-dire tout un tas de schémas qu'on va appeler des sabotages. À partir de ce moment-là, nous allons constituer une personnalité apparente et un être qui va douter de lui. Et qui va même, dans certaines situations où la vie va désespérément s'échiner à le faire réussir, mettre en place des sabotages qui vont faire qu'il va continuer à penser qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas à la hauteur. À partir de ce moment-là, le climat qui va exister entre l'individu et la relation qu'il a au monde va devenir un climat gris, triste et négatif. Et comment vous expliquez que cette confiance en soi, on en parle tant parce qu'elle est quand même aussi très fragile. C'est-à-dire qu'il faut très peu de choses pour la reconquérir, on va en parler justement dans quelques instants, mais il faut aussi très peu de choses pour qu'elle parte. Mais oui, c'est Fernand Reynaud. C'est volatile, c'est fragile. Fernand Reynaud, qui était un humoriste qui est décédé depuis un certain nombre d'années, mais disait un jour où on l'interviewait, écoutez, moi, il y a 1000 personnes dans la salle, j'en vois une seule qui ne rit pas, pour moi, le spectacle est gâché. C'est-à-dire que nous avons une tendance d'être qui est d'aller remarquer un petit peu ce qui ne va pas. C'est le petit bouton qui est sur le nez, etc. Et il faut que nous réapprenions à porter un autre regard sur la vie, qui soit un regard, non pas qui regarde vers le bas, mais plutôt vers le haut et vers les potentialités. En invitant peut-être les personnes aussi à regarder les faces cachées, comme vous dites. Moi, je prends souvent en exemple la lune éclairée, pleine lune, et la nouvelle lune. Il y a toujours une face cachée dans une situation. C'est-à-dire qu'on voit toujours ce qu'on veut bien voir, mais que ça soit de façon positive ou négative. Mais rien que de faire tourner ce croissant de lune permet d'éclairer l'autre part de moi-même et donc de donner une nouvelle potentialité. Changer l'angle de vue. Oui. Tout simplement, finalement. Il suffit juste de se déplacer. C'est très simple, ça se déplacer, mais on peut même le faire en thérapie. On se met en méta, on dit. Donc on se déplace et on regarde la personne qui était donc à cette place-là et on la voit et on dit mais qu'est-ce que tu penses d'elle à cet endroit-là ? Et donc la personne, à ce moment-là, met en route tout un scénario pour donner sa propre solution. Parce que ce qui me semble important aussi, c'est que les personnes puissent apporter leur solution. Avec notre soutien, certes, mais trouvent en elles. Puisque, comme vous dites, il y a 90% de non-exploités, mais on ne peut pas les exploiter à leur place non plus. Donc, nous sommes juste des personnes qui amenons sur un chemin. C'est ce que je dis souvent. Accompagnons. Voilà, on accompagne, mais on ne fait surtout pas à la place d'eux, parce que là, on rentrerait encore dans un schéma qui est faux et négatif. Michel Odoul, justement, Michel, vous disiez que notre personnalité se façonne au fil des années, au fil des expériences. Mais est-ce que notre capital confiance en nous, finalement, il dépend de nous, il dépend aussi un peu du regard que les autres portent sur nous ? André Pitra.
Parce que c'est quand même... Parfois, il suffit de peu de choses, un appel, un contact, et tout. Et le capital confiance, hop, repart. C'est vrai qu'une personne qui a un manque de confiance... Elle a besoin des autres, du regard des autres. Va être très sensible au regard des autres. Quelqu'un qui, justement, a intégré, entre guillemets, cette fameuse confiance, sera moins sensible au regard des autres. Parce qu'elle a ce sentiment, justement, de certitude à l'intérieur. C'est ça, la confiance aussi. Du moment où j'ai ce sentiment de certitude... elle ne peut pas se remettre en cause ou en question uniquement parce qu'on va me dire ah non, t'as pas ci ou t'as pas fait ça ou attention, etc. Je crois que le magnifique dans le fait d'avoir confiance, c'est que j'ai mon point de vue. Ça veut pas dire que j'entends pas le point de vue des autres, mais j'ai ma vision, j'ai ma certitude. Je sens que c'est juste pour moi. Comme une évidence. Oui, et je ne me laisserai pas ébranler par justement l'environnement et l'entourage. C'est ça. L'entourage, parfois, c'est dur. Hein. Très très difficile. Les oiseaux de mauvais augure qui, alors vous avez un projet, on va vous dire, on vous dit mais tu es fou, mais dans quoi tu t'embarques, le scénario de la peur, comment s'en protéger, Johanna Dermy, Michel Odoul. Rester centré, je pense. Oui, mais quelque part, c'est dur. Je pense qu'il est important de ne pas toujours accuser l'autre. Mais ça se présente sur notre chemin pour effectivement aller chercher encore plus loin la confiance à l'intérieur de soi, pour amener la certitude, pour amener l'enthousiasme. Et puis on n'est pas toujours obligé d'essayer de convaincre non plus. Si certaines personnes ne croient pas en notre projet, on s'en fout à la limite, puisque nous on est dans notre certitude intérieure. On n'est pas toujours obligé d'avoir 100% d'avis positifs à ce qu'on veut faire. On est aussi libre face à notre projet. Oui, mais parfois il y a des avis qui comptent plus que d'autres. C'est ça aussi. Oui, peut-être. C'est là où on rejoint l'émotion. C'est là où on rejoint les structures émotionnelles. Mais je crois effectivement que, bien entendu, nous avons tous vécu ces situations où nous avions envie de faire quelque chose et une avalanche d'objections, une avalanche de critiques sont arrivées. L'idée, peut-être, pour s'aider dans ces situations-là, c'est de se dire que derrière la critique ou l'objection que l'autre émet, il parle de ses propres peurs à lui. Et que nous ne devons pas nous les approprier. Sauf si, entre guillemets, quelque chose nous intéresse derrière ça, c'est-à-dire nous servir de la critique ou de l'objection de l'autre pour nous ne pas oser faire. C'est-à-dire qu'on est là dans une espèce de système qui est comme une sorte de cercle vicieux et sur lequel, à un moment donné, l'individu a besoin, lui, à un moment donné, de s'arrêter et de dire « bon, qu'est-ce que je veux véritablement maintenant ? Est-ce que j'ai envie de continuer à être dans ce vécu difficile ou est-ce que j'ai envie de prendre le risque de… » Et à partir du moment où je me donne le droit de prendre le risque, n'imaginez pas le nombre de situations, par exemple, où on a peur, on n'ose pas, on manque de confiance. Il suffit simplement de se poser la question, quel est le risque ? Qu'est-ce que je risque à faire ça ? Parfois, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, finalement. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on va déjà désamorcer, en tout cas, une espèce de spirale qui peut conduire jusqu'à la panique et faire qu'on ne fasse rien. Ouais, parce que parce que le problème, c'est l'immobilisme. Oui. Manque de confiance en soi égale immobilisme. Oui. André Pitra. Oui, je voulais réagir. Effectivement, c'est tout à fait ça, bien sûr. Et je crois que justement, si une personne est un petit peu fragilisée dans son projet ou fragilisée dans sa vie et qu'elle est sensible à la vie de l'environnement et des autres, c'est précisément qu'elle manque de visibilité sur sa propre vie, son propre projet. Et là, effectivement, il va falloir travailler sur son propre positionnement, c'est-à-dire la réflexion sur le sens de sa vie, son positionnement. C'est ça, si elle n'a pas d'axe, eh bien effectivement, elle va être très sensible à la vie des autres. Alors que quand vous avez un cap, c'est clair et vous savez où vous allez. Et très peu de gens vont vous éloigner finalement. De toute manière, je vais vous dire, regardez, quand on est vraiment sûr de quelque chose, finalement, on n'en parle pas tellement. Non, j'ai l'impression que dès lors qu'on va parler à droite à gauche, c'est qu'on cherche des appuis, on cherche confirmation, c'est qu'il y a déjà un doute. Quand on est sûr, en général, on trace. Maturer le projet. Moi, j'appelle ça maturer le projet en silence. Oui, c'est ça. On fait, voilà. Et ensuite, on arrive avec le gros paquet. Ouais. Voilà ce que j'ai fait. Mission accomplie. Mais oui, parce qu'on a compris que de toute manière, à chaque fois qu'on en parle à l'environnement ou à des proches, on perd du temps parce qu'il va falloir convaincre. Il n'y a personne à convaincre. Moi, si je suis convaincu, si nous sommes convaincus de notre projet individuel, on n'a plus personne à convaincre. On sait qu'on est dans l'axe. Donc, je vais perdre du temps à m'égosiller, à convaincre le voisin de palier que j'ai un énorme potentiel, que c'est possible de réaliser ses rêves, etc. Mais je vais perdre mon temps. Oui, mais enfin là, on est réaliser ses rêves, il faut quand même aussi la raison, il faut quand même aussi avoir les moyens de ses ambitions. Non ? C'est-à-dire que le potentiel, on le disait, tout le monde ne peut pas obligatoirement être chirurgien ou un excellent aussi menuisier. Johanna Dermy. Là encore, le potentiel, c'est du cas par cas. Ou alors André, qui a l'air très motivé à répondre à la question.
Oui, vas-y. Oh non, Alors, merci André, je vous voyais enthousiaste. Ah, du coup, j'ai perdu le fil. Un énorme potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, c'est-à-dire que bien sûr on a tous des rêves, etc., mais il y a des rêves qui ne sont pas réalisables. Oui. Il faut aussi avoir le potentiel pour réaliser ce rêve. Tous C'est les clair rêves. ou pas? Alors, Ça va. Oui. Pour moi, merci de m'avoir remis sur le fil. Mais est-ce que c'est Charlotte. clair? C'est peut-être moi qui ne suis pas très clair. Alors, Pour moi, allez-y. mais encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité. Pour moi, on peut réaliser tous nos rêves. Simplement, la grande difficulté de l'être humain, et je crois qu'on a mal compris les termes, c'est que je pars du principe qu'il y a 2 règles pour réussir sa vie, finalement. On note. Notez. 2, seulement 2. Apprendre à rêver. Et si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre qui ne rêvent plus, apprendre à rêver. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est dingue. Et le 2, Mais attendez, en ces temps de crise, André, c'est difficile. Oui, non, mais c'est vrai, on en parlait en dehors, du plateau. Ouais. Et le 2, la deuxième règle, c'est d'être à la hauteur de ses rêves. C'est-à-dire de venir à la hauteur de ses rêves. Réaliser ses rêves, c'est pas attendre devant son fauteuil avec son pack de bière que les choses s'arrangent. Non, comme le disait Michel, il a raison. Ça va être effectivement passer à l'action. Ça veut dire enclencher des choses. Prendre des risques. Prendre des risques, se dépasser, vraiment être dans une zone, dont on parlait tout à l'heure, en une zone d'inconfort, d'incertitude, d'inconnu. C'est ça qui fait qu'un être humain, à un moment donné, va devenir la hauteur de ses rêves. Sinon, si je suis dans ma zone de sécurité, bien amarré au port, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Et c'est ce qui a amené beaucoup de gens à dire on ne peut pas réaliser ses rêves. Michel Odoul. Oui, je crois que c'est effectivement essentiel de comprendre. Il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des rêves, et les rêves sont essentiels. Le rêve est un horizon, c'est une direction, c'est un axe vers lequel chaque être va tendre à se réaliser. Et puis la deuxième dimension, c'est celle des moyens et la déclinaison des moyens. Et c'est souvent là-dessus qu'il y a les erreurs. C'est-à-dire que dans les moyens, on rentre dans une espèce de pensée magique de vouloir obtenir les choses comme ça avec une extrême facilité. Chaque individu a des moyens différents, mais peut réaliser le même rêve. Si le rêve, c'est d'être quelqu'un qui est bien dans son être, qui est bien en soi, qui est bien dans la vie, qui réalise ce qu'il a à faire, quelle que soit la manière dont il le décline, quels que soient les moyens qu'il utilise. Il va être chirurgien, il va être ébéniste, il va être charpentier, il va être boulanger, etc. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et dans toutes les catégories d'êtres qui existent dans nos pays, nous avons des gens qui se réalisent et qui ont véritablement profondément confiance en eux. Et vous parliez des temps de crise. Le problème et la problématique des temps de crise, et à travers les informations et tout l'environnement, c'est qu'on tue le rêve. Mais voilà. On tue le rêve parce qu'on est ramené à un état de survie qui nous ramène dans des postures totalement animales et dans lesquelles on se dit, voilà, surtout peu, juste le quotidien. Voilà. Déjà, gardons ce qu'on a. C'est l'idée. Mais alors j'imagine qu'à la maison, vous vous dites, ils sont sympas, mais alors moi j'ai réalisé mon rêve, je me suis plantée. Échec. Je me suis brûlé les ailes, je n'y retourne plus, je n'y vais plus. Zéro action. J'ai presque envie de dire, alors, tant mieux. Tant mieux, justement, ce que disait tout à l'heure. C'est ce que tu disais. Oui. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. André. Mais voilà, tant mieux. Parce que, en fait, c'est parce que le potentiel, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, était peut-être pas suffisamment à la hauteur de ses rêves. À la limite, qu'est-ce que ça fait de se tromper? On continue. Au contraire. Mais on a un enseignement de l'échec. C'est pas un échec, c'est un enseignement. Qu'est-ce qu'ils disent? Excuse-moi, je continue juste là-dessus. Les orientaux, ils disent, c'est le chemin qui compte et c'est pas le but. Eh bien sûr qu'il y a des échecs, mais quand on monte un chemin dans la montagne, on peut effectivement tomber sur des cailloux. Oui, c'est parce qu'on est là dans un hiatus de compréhension et d'une confusion qui est extrême et sur laquelle c'est un peu sensible d'aller parce qu'il y a eu certaines déclarations politiques à une époque qui ont beaucoup fait sourire, mais c'est la différence majeure, fondamentale qui existe entre l'erreur et la faute. L'erreur est quelque chose qui peut nous permettre de progresser et d'avancer à condition qu'on en tire les leçons. Voilà. Thomas Edison a fait 6000 expériences avant d'inventer la lampe à incandescence. Donc, quand on lui demandait comment il avait fait pour réussir, il a dit « j'ai appris à me tromper 5999 fois ». Et on est donc là dans un process qui comprend l'erreur, qui l'analyse et qui en fait quelque chose. Si en revanche l'erreur est quelque chose sur laquelle on se focalise et qui devient à ce moment-là une remise en question de soi, l'erreur se transforme en faute, on rentre dans la culpabilité. Et ça, c'est le meilleur des ingrédients pour tuer l'être, pour tuer la capacité à être soi-même et à avoir confiance. Oui, ce sont finalement des expériences. C'est un peu les brouillons.
Ça, avant l'œuvre d'art, il y a des esquisses, il y a des brouillons, c'est un peu l'idée. Alors, André, oui, complètement, je rejoins complètement Michel. Ça fait partie de la vie, les échecs. Avant de réussir, parfois, on échoue. C'est presque une nécessité de se tromper. On ne peut pas réussir, une personne ne peut pas atteindre son objectif, ni son rêve, sans s'être trompé. Mais ça, on ne l'a pas intégré, je crois, on n'a pas encore intégré. Les gens pensent que j'ai un objectif, ils ont un objectif, ils se mettent en route, ils devraient l'atteindre du premier coup. Mais non, c'est impossible. Et je crois que là, vraiment, je crois que le développement personnel a une responsabilité dans ce sens. Mais ce n'est pas le développement personnel par lui-même, mais c'est l'interprétation qu'on se fait des choses. On voudrait vendre aux gens que tout arrive comme ça. Ça amène une pensée magique. Oui, la pilule miracle, c'est malhonnête. Non, oui, tu peux atteindre ton objectif. Oui, tu vas réaliser ton rêve. Mais bien sûr que tu vas te tromper, comme le disait Michel, des centaines de fois. C'est des centaines de fois, mais à chaque fois on avance, à chaque fois je comprends quelque chose, à chaque fois je m'élève, à chaque fois je m'humanise, à chaque fois je peux Et c'est ça qui est magnifique, comme tu le disais très justement. En réalité, c'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin, parce que c'est ce chemin qui me permet de me trouver. De nous trouver, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Réaliser nos rêves, finalement, c'est se trouver. Puis on a toute une vie pour le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est Confucius qui disait le propre de l'homme n'est pas de ne pas tomber, c'est de toujours se relever. C'est ça. C'est ça l'idée. Mais véritablement, même si ça peut sembler des mots comme ça, je pense que nous sommes tous issus de parcours dans lesquels il y a eu des chutes, il y a eu des erreurs, il y a eu des moments de souffrance, il y a eu des difficultés. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est en faire quelque chose. C'est après ce qu'a même traduit de la vie Cyrulnik avec son principe de résilience. Voilà, c'est l'idée de dire, mais même lorsque le monde extérieur, les autres, nous montrent la pire des images de nous-mêmes, ou nous infligent les pires souffrances, la véritable question est qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et la réalité biologique nous le montre. Lorsque je me suis cassé un os, cet os se répare, ça fabrique ce qu'on appelle un cal osseux pour réparer. À l'endroit où il y a eu la cassure, c'est plus solide qu'ailleurs. C'est-à-dire de comprendre que même dans la réalité biologique, une zone qui a été correctement cicatrisée devient plus forte. Et que donc la conscience, même que nous avons de nous-mêmes, elle doit aussi cicatriser tous ces petits moments où l'extérieur nous a fait penser que nous n'étions pas bien. C'est passionnant. Hein. Mais est-ce que justement la confiance en soi, c'est ce qui va faire la différence en ces temps de crise d'une personne à une autre ? Oui. Je pense sincèrement. Vous savez, c'est ce qui va faire la différence. Alors, on reste jusqu'à la fin de l'émission, c'est après il va y avoir les conseils pour reconquérir le capital confiance. Vous savez, ça fait mal au cœur. Il y a 15 jours, très brièvement, une petite histoire qui m'est arrivée dans ma propre vie. Je reçois mon fils de 8 ans, le petit Justin, et il me dit, papa, tu peux me passer le film Jonathan le Goéland. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est l'histoire c'est un film magnifique. Et je dis, tiens, que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et on revoit, alors dans ce film, très brièvement, ce sont vraiment des vrais oiseaux, des vrais goélands qui sont filmés, et puis avec une voix off, on décrit l'histoire d'un goéland qui voudrait lancer à tous ses partenaires, à toute sa tribu de goélands, qui mangent dans les poubelles, dans les ordures, ils se piquent, on les voit, c'est des images très fortes, ils se piquent, ils se mettent des coups de bec, ils sont en sang, ils mangent dans les ordures au bord de la mer. Et alors, le petit Justin a bien dormi ? Mais Justin, il adore. Mais c'est incroyable parce que comme quoi on peut faire passer des messages extraordinaires à des enfants de 8 ans, ils redemandent ce film. Et alors, donc Jonathan, le fameux Jonathan, dit à un moment donné, mais il y a une autre façon de vivre quand même. Il doit y avoir une autre façon de vivre. On doit pouvoir se lever, on doit être fait autrement que pour manger dans les ordures. Et puis, alors il y a toute une histoire où il nous démontre que finalement il essaye de voler plus haut, de voler plus vite. Et puis à un moment donné, le chef de la tribu le convoque devant tout le monde et dit, Jonathan, tu ne penses pas comme nous. Tu es banni de la tribu. Bon, alors après, il y a toute la suite du film qui est magnifique, je vous invite à voir. Et puis moi, je regardais ce film, ça, avec un certain recul. Je me disais, mais bon sang, c'est incroyable. On est dedans. On est dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous passe à la télévision tous les soirs ? Les Français qui mangent dans les poubelles. Et mieux encore, les Français qui se battent pour manger dans les poubelles. C'est grave. Et ces gens-là, mais sincèrement, bien sûr que nous, nos métiers, c'est de lancer le message, de dire, mais bon sang, vous avez un énorme potentiel, autrement que pour manger dans les poubelles. C'est certain. C'est certain, moi ça me fait mal au cœur. Sincèrement, j'arrive à mon âge, à mon métier. Mais il y a des gens par exemple qui vont vous dire, moi je sais que j'ai un potentiel, j'arrive pas à trouver un métier. Eh bien, ça veut dire que quelque chose qui est coincé. Michel Odoul ? Je pense que c'est là qu'intervient la notion du temps et du contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes par exemple dans des contextes, une personne qui habite en banlieue parisienne, qui a 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir, qui vit dans un environnement professionnel où elle se sent harcelée à longueur de journée, etc., elle va avoir de la difficulté à entendre ce que nous sommes en train de dire.
Et qu'à l'intérieur de ce contexte-là, il faut bien comprendre que l'état de confiance en soi et ce qui va nous permettre d'aller vers notre potentiel n'est pas d'imaginer que nous allons changer le monde extérieur, mais que la première des choses qui est essentielle, c'est déjà de transformer notre façon de le vivre, ce contexte dans lequel nous sommes. Et qu'il y a effectivement des phases qui sont des phases et des moments dans la vie où nous traversons des cycles difficiles, des phases. J'utilise souvent cette image de dire nous sommes comme des gens qui sont sur un canoë qui est sur une rivière et sur cette rivière il y a des phases de calme, de tranquillité où on peut pagayer, aller dans la direction où on veut. Et puis il y a des moments donnés où il y a des zones de rapides. Et dans ces rapides-là, eh bien, il faut faire profondément confiance à la vie et de se dire que demain est un autre jour, qu'à chaque jour suffit sa peine. Parce que si on essaye de ramer dans un sens donné quand on est dans des phases de rapide, on s'épuise et on n'obtient pas de résultat. Et comprendre que dans ces moments-là, garder l'axe, garder la confiance, c'est se dire « je sortirai de ça ». Non mais vous savez, là je suis en train de vous écouter, je me dis mais c'est formidable, c'est vous qu'on devrait voir le soir au JT de 20h. Vous devriez avoir vos 5 minutes de motivation à la fin du JT. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Odoul ? Oui, je ne sais pas si ça fonctionnerait de cette façon-là. Je pense que là, on est... La grande messe du 20h, là, pour remotiver les foules. Ouais, moi, je pense que ça marcherait un petit peu. Oui, oui, ça apporterait, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que nous sommes en train de dire va apporter à partir du moment où les gens ont envie de l'entendre. Et que donc partant de là, si vous voulez, je ne sais pas si mettre un peu plus de caractère positif dans les modes éducatifs, ça oui je pense par contre. Se responsabiliser. Allez, on va faire la pause publicitaire, puis ensuite heureusement on a encore 25 minutes pour parler de la confiance en soi. Allez, petite pause, on revient juste après. Une peau douce et lisse, un maillot parfaitement soigné. Nouveau rasoir Quattro for Women Bikini par Wilkinson. 4 lames d'un côté, une tondeuse bikini de l'autre. Nouveau rasoir Quattro for Women Bikini par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Oh, des fleurs. Oh, Jean-Luc. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Oh, des paniers. Oui, mais non, ce sont les nouveaux paniers Dioplay. C'est plus qu'un yaourt, c'est un dessert très crémeux avec du lait entier et plein de fruits généreux. C'est délicieux, ça. Pour les gourmands, au frais panier. Palmolive Tahiti, à l'extrait naturel d'orchidée. Découvrez la sensation unique d'un bienfait relaxant. Palmolive Tahiti, une touche de paradis sur votre peau. Et maintenant, avec les déodorants Tahiti, prolongez la fraîcheur et le plaisir du paradis. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle provoque une grande fatigue, des spasmes, des douleurs intenses, difficiles à supporter, des troubles de la vue, des troubles de la marche et parfois des troubles de la mémoire. C'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes après les accidents de la route. Pour aider les 80 000 personnes touchées en France, soutenons l'UNICEF. Les plus grands best-of. Elvis Presley, Simon & Garfunkel, Janis Joplin, The Clash, Michael Jackson. 38 best-of essentiels en 2 CD à 9,99 €. Et c'est maintenant. De la nature, la diététique Gerblé extrait des nutriments essentiels qui contribuent à votre bien-être. Écoutez votre corps, il vous le dira. Tous les bienfaits du germe de blé dans les biscuits sésame Gerblé. Gerblé, l'expert diététique. Voilà, ça va ? Je suis venu à pied avec ça. Pourquoi vous n'achetez pas de voiture ? Et l'argent, je le trouve où ? Chez Groupama Banque. En ce moment, on vous propose un crédit auto à partir de 3,5%. Ah, c'est bien ça. Et si je prends aussi votre assurance auto ? Vous bénéficiez de la garantie valeur d'achat pendant 3 ans. Pas mal. Et pour 1 € de plus par an. Merci Cerise. Et entier, œuf, vanille bourbon. Et quoi d'autre dans ta crème anglaise ? Le tour de main unique d'Elevir pour des sauces naturellement bonnes. Elevir. Cet après-midi à 13h35, Léonard et les Sexy Five font danser les retraités. J'ai vibré la boîte au son de ma trompette.
Mais après une prestation un peu trop alcoolisée, Léonard perd son seul gagne-pain. Sur la route du retour, il croise un éléphanto, une rencontre de taille qui s'ajoute à ses dettes et à ses problèmes familiaux. Un éléphant dans mon lit, cet après-midi à 13h35. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, ensemble, on s'intéresse à la confiance en soi, pilier de nos actions et de nos prises de décision, et surtout passage obligé en ces temps actuels pour réaliser justement nos envies et aspirations. Alors, on va poursuivre. Allez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce qui, pour vous, nourrit et inversement détériore notre capital confiance? Allez, Michel Odoul. Oh, je pense que c'est un grand mot que tout le monde connaît, même si on a de la difficulté parfois à le vivre, à l'expérimenter, ça s'appelle l'amour. C'est celui qu'on a reçu, c'est celui qu'on est capable de se montrer à soi-même. J'explique souvent aussi lors de mes conférences que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on reçoit un ami ou une amie à la maison, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève? On lui demande si la personne a bien dormi, qu'est-ce qu'elle voudrait pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de la journée, comment elle se sent, etc., etc. Et ce qui est intéressant après, c'est de se demander comment on s'accueille soi-même le matin quand on se lève. La tête qu'on fait quand on se voit dans la glace de la salle de bain et toutes les injonctions négatives qu'on peut s'envoyer à tout moment de la journée. Et que déjà, donc, non seulement nous avons besoin de l'amour des autres, ça c'est une première chose, mais nous avons dans un premier temps d'abord besoin de celui que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont nous nous considérons et dont nous nous respectons. On dit que beaucoup de choses se jouent pendant l'enfance. Oui. Justement, je pense Johanna à un Dermy, exemple. oui. Je disais à ma fille en voiture, elle me disait, j'ai ma meilleure amie. Je dis, mais ta meilleure amie, je vais te dire un secret. C'est qui ta meilleure amie d'après toi? Alors, on a passé tout le monde. Eh ben, je dis non, c'est toi ta meilleure amie. Parce que c'est vraiment la personne en qui tu peux vraiment avoir confiance, qui sera toujours là, qui saura toujours t'écouter, qui saura toujours te réconforter, qui saura toujours t'encourager, c'est toi. Encore faut-il avoir les clés pour s'encourager au moment où on est dans un état de fébrilité. Tout le monde ne les a pas, les clés, ça s'apprend. Ça s'apprend. On donne des exemples, et puis aussi en tant qu'éducateur, comme tu disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup plu. Effectivement, l'enfant, c'est un beau potentiel pour aider la confiance en soi dans l'enfance. Déjà aussi, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on n'a pas confiance en nous, quand on n'est pas bien, quand on est avec nos enfants? Ils ont aussi les modèles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place? Ben voilà, tu vois, à cet endroit-là, j'ai pas tout à fait confiance en moi, donc voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais mettre en place, et puis toi, tu me diras quand tu n'auras pas confiance en toi, quand tu sentiras que ça ira pas très bien, et je t'aiderai à ce que tu pourras faire, plutôt que de dire aux enfants, tu dois avoir confiance en toi, tu dois être bien, tu dois faire ci, tu dois faire ça, plutôt que d'avoir des injonctions, plutôt faire des propositions, je pense. Alors, mise en situation, rendez-vous professionnel pour un entretien d'embauche, demande d'un prêt auprès de sa banque, rendez-vous amoureux, là il faut que le capital confiance il soit au rendez-vous. Et alors, au moment où on se dit, je n'y crois pas, je sens que ça ne va pas être pour moi, non, ça sera... Bon, qu'est-ce qu'on fait pour reconquérir son capital confiance, André Pitra? Alors déjà, je pense qu'il est bon de réfléchir au sens de son objectif, c'est-à-dire de sa démarche. Dire voilà, si je veux obtenir un prêt, si je veux ce rendez-vous, si je veux obtenir un emploi, ça va être effectivement de réfléchir, avant d'y aller, de réfléchir au sens. C'est-à-dire au sens, avoir cet emploi, pour moi, c'est synonyme de quoi, en réalité? Ça peut être synonyme de liberté, de confort. Et on va renforcer. Ça motive, ça, donc. Oui, ça motive. Ouais. Donc, c'est déjà la motivation. Ensuite, l'élément qui vient tout de suite après, ça va être de jouer sur l'émotionnel. Là, le manque de confiance se traduit essentiellement par une fragilité émotionnelle. J'en ai souffert moi-même dans ma vie, une grande partie de ma vie, fragilité émotionnelle. Donc, avant un rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un? Ça va être de se recentrer tout doucement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Se recentrer, ça veut dire quoi? Alors oui, bien sûr, c'est un grand mot. Se recentrer, nous on veut bien, mais après la pratique. Se recentrer, déjà, c'est de calmer son système émotionnel. Il existe des exercices tout simples, déjà par exemple, que l'on peut conseiller aux personnes qui nous regardent. La respiration abdominale, par exemple. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Donc voilà, simplement ça. J'ai mon rendez-vous dans 3 minutes, je me pose, j'oublie tout, j'ai mon objectif, je sais que c'est juste, c'est bon pour moi. Et puis je détends. Et puis à un moment donné, quand l'heure arrive, je vais taper à la porte, c'est l'heure du rendez-vous. C'est le lâcher. Les Arabes disent « Inch'Allah ». Voilà. Je fais confiance. Je fais confiance à l'intention. Quelle est mon intention
en venant chercher cet emploi? Quelle est l'intention en venant chercher ce prêt, etc. Quelle est l'intention dans ma démarche? Et si l'intention est juste, je ne peux à un moment donné que lâcher prise. Mais la question, c'est comment lâcher prise quand l'objectif est important, primordial pour soi à l'instant où on le vit? Michel Audoul. Je crois que, à nouveau, comme cela vient d'être dit, il y a un premier travail qui peut se faire sur le plan physique, c'est-à-dire se redonner des moyens, de ne pas laisser l'émotion prendre trop d'importance, de ne pas laisser le système neurovégétatif nous faire perdre nos moyens. Et au-delà de ces techniques-là, qu'on pourra peut-être réévoquer, respiration, certains points qu'on peut faire sur soi, je crois qu'il y a l'autre niveau, qui est le niveau psychologique, que j'avais évoqué tout à l'heure, à savoir de se poser la véritable question: qu'est-ce que je risque? C'est-à-dire de bien comprendre. Imaginons que nous avons un rendez-vous qui est essentiel pour notre vie. Rendez-vous de travail ou effectivement prêt bancaire, etc. C'est un rendez-vous qui est majeur, dont dépend énormément de choses pour notre vie. À partir du moment où on y va en ayant perdu ses moyens, on est certain d'une chose, c'est que ça va échouer. Donc partant de là, qu'est-ce qui me reste comme opportunité? Eh bien de me dire de toute façon, quitte à être perdu, pourquoi ne pas y aller tranquillement? C'est-à-dire essayer de sortir de cette espèce de caractère hypnotique du risque. J'utilise souvent cette image. Est-ce que vous savez comment les couleuvres attrapent les grenouilles? Eh bien, elles se mettent dans le dos de la grenouille qui est sur le nénuphar, elles sortent la tête de l'eau comme ça et elles fixent la grenouille dans son dos. Et la grenouille, à un moment donné, elle sent qu'il y a quelque chose derrière. Elle se retourne. Et à ce moment-là, la couleuvre la regarde et la fascine avec son regard. Et au bout d'un certain temps, on voit la grenouille de plus en plus fébrile. À un moment donné, la couleuvre ouvre sa bouche, tout simplement, et la grenouille saute. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on dépasse un certain seuil, où on se laisse emprisonner par la peur du risque et par le manque de confiance, c'est nous-mêmes qui allons sauter dans le vide. Bon, alors, on va sauter, mais vers la réussite, voilà, vers le succès et la réussite. Alors, déjà, vous nous dites qu'il faut déjà quand on manque de confiance en soi, il y a un blocage dans les prises de décision, dans les prises d'action. Est-ce qu'il y a aussi un blocage corporel? Est-ce que reconquérir sa confiance en soi, c'est aussi se repositionner, être bien ancré entre la terre et le ciel? Bien sûr. Il y a un grand maître d'aïkido qui disait « Soyez droit et la tête haute et petit à petit, votre esprit sera pur et élevé ». C'est-à-dire que la posture physique a une résonance après sur la manière dont on se perçoit. Simplement le regard. Le regard qui est porté vers le bas est un regard, mais même dans les signes de reconnaissance entre les animaux, est un regard de soumission ou un regard de défaite. Déjà redresser la tête, simplement cette posture physique, va avoir un certain nombre de conséquences à tout un tas de niveaux biologiques. Deuxième des axes physiques, c'est la respiration, qui était évoquée tout à l'heure. Il faut savoir qu'en état de manque de confiance et en état de stress, nous avons la respiration qui devient uniquement claviculaire, c'est-à-dire qui se positionne dans le haut du corps, voire même dans des états de stress un peu plus intenses, nous rentrons directement en état d'apnée. Or, il faut savoir que notre cerveau, qui est ce qui va nous permettre de raisonner et de réfléchir correctement, est un très gros consommateur d'oxygène. À partir du moment où la respiration n'est plus correctement mise en place, le cerveau ne va pas être nourri correctement. Faire descendre cette respiration, on va en plus au niveau abdominal. Il faut savoir que nous avons au niveau du ventre un certain nombre de glandes endocrines et que nous avons notamment au niveau des reins un certain nombre deux qui s'appellent les surrénales, qui vont participer à des métabolismes qui vont nous donner de la puissance, de la force, de l'envie, de la dynamique et de la vigilance. C'est fou, On n'imagine pas, parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement du corps humain et de l'organisme. Voilà. Et que cet ensemble de fonctions physiologiques va générer un état de ressenti physique de soi qui va déjà améliorer la perception psychique qu'on va avoir de soi. Parce que si déjà je me sens un peu mieux dans mon corps, il y a déjà des doutes que j'aurai un petit peu moins. Et puis ensuite, il peut y avoir des techniques, je pense qu'on parlera d'huile essentielle et de choses comme ça, mais il y a certains points qu'on peut aller travailler. On parlait de lâcher prise tout à l'heure. Eh bien, vous avez un point ici. Alors, montrez-nous ça. Alors attention, gros plan, s'il vous plaît, parce que là, il va falloir qu'on le retienne, celui-ci. Voilà. Le point du lâcher prise. Le point du lâcher prise, alors c'est un point numéro 4 du méridien du gros intestin. Il suffit simplement de serrer le pouce contre l'index. Peu importe la main ? Peu importe la main, il faudra commencer par la main droite. Toujours, d'accord, on commence par la main. Et on voit que ça génère une sorte de petite bosse. Sur le sommet de la bosse, ici, il suffit de mettre l'index. Ensuite, on relâche et on va venir appuyer contre l'os. L'attache de l'index en dessous. On va sentir, donc vers l'index, pas vers le pouce, vers l'index. C'est pas bon ? Ah oui, voilà. Et là, on va sentir un point qui peut éventuellement être sensible. Et ce point-là est un point qui est justement un point qui facilite le lâcher-prise. Et il suffit de le masser, comme ceci, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, une trentaine de secondes, puis vous lâchez, vous faites ça 3 fois, et ensuite vous faites la même chose sur la main gauche,
vous relâchez, parce qu'il faut que la main soit relâchée, et vous allez, sous le métacarpe, ici, travailler ce point-là. Ça, c'est déjà un point qui va nous aider énormément. Il y a un deuxième point qui est, je parlais respiration, eh bien, il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie du poumon, c'est l'énergie qui gère la protection par rapport au monde extérieur. La peau et un certain nombre de choses, mais aussi sur le plan psychique. Et donc là, nous avons, au niveau de la tâche du poignet, ici, là où le pouce vient s'attacher au poignet, creux. Voilà, dans ce creux-là, eh bien, nous avons aussi un point, qui est un point important du méridien du poumon, que nous allons de la même manière stimuler en tournant comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois 30 secondes. Ça nous donne 3 minutes pour s'occuper de soi. Dans le métro, c'est facile. C'est facile à faire. Et puis ensuite, si on a besoin un petit peu plus, eh bien, ce qui va redresser le postural, c'est nous avons ici un os qui s'appelle le sternum. Nous avons ici un point qui est un point majeur au milieu du sternum. Là aussi, on peut tourner. Il peut être effectivement très sensible, qui est un des points de la confiance en soi. Le sternum, c'est le plexus solaire? C'est l'os. Ah non, oui, là. Au milieu. D'accord. Le point du plexus solaire, c'est le dernier des points. C'est celui qui montre que le vécu que nous avons est quelque chose qui nous interpelle. Hein, regardez, biologiquement parlant, la longueur du sternum est la même que celle du bras. Ce qui fait que quand on fait ça, eh bien, nous avons nos bras qui viennent se placer exactement devant ce point, qui est un centre nerveux, du système nerveux, qui montre que nous avons besoin de nous protéger par rapport à ce qui est en train de se passer. Libérer ce point, et le masser légèrement, il peut être très sensible, on le sent même dans les moments émotionnels, le choc, va permettre à la respiration abdominale de se refaire correctement et va libérer tout ce qui va être la perception émotionnelle. Mais c'est formidable, c'est-à-dire qu'on va aider notre corps à se mettre dans une dynamique vertueuse, dans la dynamique de la confiance en soi. Voilà. Finalement, c'est le pulse, on a besoin de tout et on a besoin aussi, comme de la voiture, on a besoin d'un bon carburant, n'est-ce pas, Johanna Derny? D'un bon carburant. Le corps, c'est la voiture, il faut du bon carburant pour bien fonctionner. Oui, et je rajouterais dans ce qu'on a dit au tout début, accepter aussi qu'on puisse avoir peur, qu'on puisse être sensible face à ce qui va se passer et se dire à soi-même j'ai peur ou ça peut être difficile, ou en tout cas accepter l'émotion plutôt que de la repousser. Parce que quand on accepte l'émotion, on fait ami en fait, on fait allié avec elle et on la met pas dans une cocotte minute où après elle risque d'exploser. Oui, on ne l'occulte pas, elle existe et on la prend en considération. Voilà. Effectivement, en ce moment, je peux avoir le trac ou j'ai pas le trac, mais il y a des choses qu'il faut effectivement verbaliser. Les mots. Les mots évitent les mots. MAUX? Oui. Les mots, ça c'est sujet de prédilection de Michel Odoul. Voilà, c'est pour les ça mots que... MOTS qui ne sont pas verbalisés deviennent des mots MAUX. Voilà. Alors Johanna, le bon carburant de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on va donner au corps? Donc on a bien compris qu'il faut un bon positionnement bien ancré, mais il faut aussi le carburant, le bon. Des sucres lents, éviter les sucres rapides. Ça énerve. Des bonnes céréales, des bons légumes, des bonnes vitamines et des bons minéraux. Éviter tous les excitants, café, thé, chocolat, sucre. Sauf le chocolat noir, on peut donner une petite exception. Je vois que vous êtes amatrice de chocolat. Pour tout le monde. Non, nous, on n'aime pas le chocolat. Non. Ah bon? Oui. Bon, alors, donc, voilà. Parce que le temps passe. Après, il va falloir que j'appuie sur le point du lâcher-prise. Je ne sais pas si c'est très crédible. Donc, éviter vraiment les sucres rapides. Ouais. Ça va nous mettre dans une excitation. Et ça va également diffuser le sucre très rapidement. Donc, faire des coups de stress aussi, finalement, on pourrait l'expliquer de façon plus approfondie par rapport au surrénal et à la digestion, au foie, à la glycémie, au pancréas, tout ça. Donc on va passer très vite là-dessus. On peut aussi mettre en place un exercice physique régulièrement. Par exemple, si on a une rencontre, des différentes rencontres difficiles dont vous parliez tout à l'heure, la veille, on peut aller à la piscine, on peut aller se faire masser, on peut aller faire un hammam, on peut aller faire un sauna pour descendre dans son corps. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, l'esprit prend toute la place, mais aussi, si on descend les informations dans le corps, ça permet de les véhiculer et de lâcher prise. Et par la transpiration, en fait, le stress aussi peut s'en aller, la confiance en soi revenir grâce au calme que peut apporter l'exercice physique. On se met en condition, il faut s'aider finalement à conquérir le lâcher prise et la confiance en soi. Alors après, on peut utiliser des huiles essentielles et des élixirs floraux. Donc, avant le rendez-vous, le fameux rendez-vous avec le banquier, avec le DRH, etc., ça peut nous aider? Oui. Vraiment? Oui, bien sûr. La nature mais si tu prends un peu de verveine et de mélisse et qu'on le met sur le point où on est en train de masser, on va potentialiser les molécules contenues par la mélisse qui vont se propager beaucoup plus rapidement dans le corps, bien entendu.
Mais donc ça va être apaisant, par exemple la verveine et la mélisse. La verveine, la mélisse et le basilic. C'est 3 huiles essentielles qui sont apaisantes en cas de stress important. Si on a les palpitations, là, on se dit, oh là là, c'est maintenant ou jamais. Verveine, mélisse. Verveine, mélisse ou basilic. Ici, enfin on met ça où? À l'endroit en fait où on a, on a parlé des massages. Voilà, ici également, dans le creux du coude, sur le plexus. Mais c'est le fait de le sentir ou ça va passer dans le sang et ça va... Hop. Les 2 voies, et ça je pense que vous en avez déjà parlé ici, des 2 voies d'accès des huiles essentielles, c'est la peau et la respiration, et l'air en fait. Parce que quand on respire une huile essentielle, on informe tout de suite le système limbique, donc on chante la conscience. Donc quand on respire une huile essentielle, par exemple une mélisse, il y en a très peu parce que la mélisse coûte très très cher, il suffit de la respirer pour avoir... Pour être apaisé. Ah oui, et puis ça... Pas trop parce qu'il nous reste 5 minutes, donc il ne faut pas trop qu'on soit apaisé, il faut au contraire nous mettre un peu nous dynamiser. Alors, et puis j'ai amené du plumbago et également de la sclérande. Donc le plumbago, les élixirs floraux. Comment ça s'écrit ça? P-L-U-M-B-A-G-O. Ok. Ou cerato, c'est une fleur bleue, la fleur du Tibet. Là, c'est bien de savoir ça aussi. Alors, le plumbago va aider ceux qui demandent sans arrêt l'avis des autres et qui doutent d'eux-mêmes et qui n'ont pas confiance en eux. Ah oui. Donc une petite goutte de plumbago sous la langue avant pour avoir une meilleure intuition, fameux entretien, ça peut aider. Pour avoir les réponses. Ouais. Auprès de nous et pas toujours auprès des autres. Exact. La sclérande, petite mousse verte qui pousse, on marche dessus. Comment ça s'écrit? Parce qu'après on note à la maison, on va recevoir le scandale. Bah oui, mais vous avez Internet. S-C-L-E-R-A-N-T-H-E. Tout le monde n'a pas Internet. C'est vrai. S-C-L-E-R-A-N-T-H-E. T-H-E, sclérante. Alors, ça, c'est pourquoi? Alors, c'est pour ceux qui sont indécis, qui demandent toujours l'avis des autres. Ah, ça aussi. D'accord. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Oui, il y en a 4 en fait sur la confiance en soi et j'en ai pris que 2. Ah non, il y en a beaucoup qui demandent l'avis souvent aux autres. Ah d'accord, oui, bien sûr. Mais alors donc c'est bien utile. Voilà. Alors ensuite il y en a d'autres? Non, je disais c'est bon, Ah d'accord, c'est le packaging. Alors attendez, on resitue. Voilà. Je crois qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la confiance en soi, il n'y a pas que ce qui se passe avant, il y a aussi ce qui se passe après. C'est-à-dire que si éventuellement ça ne s'est pas très bien passé, il y a quelque chose à faire à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas laisser s'imprégner en nous l'image, entre guillemets, de l'échec. Ouais. Et donc là, par exemple, dans les fleurs de Bach, il y a une composition de fleurs de Bach remarquable, ce qui s'appelle Rescue. Ah oui. Et si donc nous considérons que le rendez-vous, la situation ne s'est pas très bien passée, de prendre un tout petit peu de Rescue dans la bouche et d'en mettre sur les faces internes de poignée va permettre d'éliminer immédiatement. Et comment vous expliquez ça? C'est-à-dire comment vous expliquez que des plantes vont nous accompagner justement dans les événements auxquels on va être confronté au cours de notre vie. Johanna Dermy. On ne l'explique pas en fait. Enfin, sur les huiles essentielles, on l'explique parce qu'on a vraiment les molécules et on sait à quel endroit elles agissent. Hein, si elles agissent sur le plan nerveux, le stress ou la digestion. Mais sur les élixirs floraux, c'est vraiment l'anamnèse qui nous le montre. C'est-à-dire c'est vraiment le résultat clinique. On a des millions de résultats cliniques avec le remède d'urgence. Donc on sait que ça va fonctionner, on sait que le plumbago fonctionne. Il a été mis au point dans les années 20 par le docteur Bach, on est en 2009, ça marche toujours. Donc c'est vraiment la clinique qui nous montre que ça fonctionne. C'est-à-dire comme on a par exemple notre trousseau de clés ou notre porte-monnaie dans le sac, on devrait avoir son rescue pour tous les moments de la vie qui parfois nous malmènent, une confrontation, un accident. C'est comme Arnica. Oui, c'est comme Arnica. en homéopathie. Ouais. Oui, et pour rebondir, parce qu'effectivement, c'est très très intéressant. Et il y a aussi justement dans le processus confiance, tu as un petit peu abordé le thème, et je pense que ça vaut le coup vraiment d'aller peut-être un petit peu plus loin. C'est-à-dire, voilà, si quelque chose s'est mal passé, de ne pas le laisser effectivement comme une expérience comme ça en vrac et qui va continuer à renforcer la non-estime de moi. Mais si ça s'est mal passé, en sortant, c'est se poser la question, une question qui est extraordinaire sur le chemin de la confiance, c'est: qu'est-ce que je dois apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que je dois apprendre? Sinon, on est au point mort. Je fais des choses, mais je n'apprends rien. Je fais, ça marche, je n'apprends rien. Je fais, je rate, je n'apprends rien. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va monter en confiance? C'est qu'elle va justement s'enrichir de toutes ces expériences. Si elle se pose cette question, qui est pour moi une question vitale. C'est ennuyeux quand même de redoubler. Hein. On aimait bien quand même passer les classes quand on était enfant. C'est ça la vie? Est-ce qu'on est toujours à l'école, tiens, finalement? Oui. Bah oui. Oui, c'est ça, il y a des challenges. Oui. Et si on ne comprend pas, on redouble, hop, on reste en maternelle, niveau maternelle. À la différence quand même que l'école, on peut avoir que 20 sur 20 et je pense que dans la vie, on peut au moins avoir 100 sur 20.
Oh, on peut au moins s'accorder. On est motivé là. On peut au moins s'accorder un 100 sur 20, voire un 200. Allez, il nous reste 30 secondes, petit tour de table. Allez, pour motiver les troupes, les foules à la maison. Allez, pour nous motiver. André Pitra, mot. Moi, vraiment. On a un potentiel formidable, en mais quelques encore. secondes, vraiment, c'est le message, c'est dire voilà, souvenez-vous, vous avez un énorme potentiel. Oui, c'est vrai, c'est le mot d'ordre. Comment l'exploiter, comment faire en sorte qu'il puisse s'exprimer. Hein, bien sûr, il y a plein de techniques. Donc, ce que je propose, ce que nous proposons. Donc, oui, mais de vous souvenir que tous vos téléspectateurs se souviennent qu'ils ont un énorme potentiel. Michel Odoul. Quand il fait gris et qu'il pleut, n'oubliez pas que si vous montez au-dessus des nuages, il y a le soleil. Ah oui. Allons le chercher. Il faut aller grimper, hein. La pièce est noire, je mets une bougie au milieu et la pièce s'allume. Non mais il suffit de peu de choses et ça vient de nous. C'est nous qui allons allumer la bougie. Eh bien c'est parti, voilà. Alors allez allumer votre bougie, celle qui va justement vous permettre de réaliser tous vos projets. Merci à vous trois d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, Michel Odoul, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Et alors André Pitra, la prochaine conférence, le 19 mai, c'est où? Alors le 19 mai c'est à Paris, donc j'attends les appels. C'est sur le thème de la confiance précisément. Et c'est pour avoir confiance finalement, est-ce que c'est passer à l'action pour avoir confiance ou avoir confiance pour passer à l'action? Voilà, c'est un peu c'est la prolongation de cette émission. Voilà, vous avez eu un avant-goût, après il faudra poursuivre. Vous avez allé 1 mois et demi pour mettre les choses en pratique et remise à niveau le 19 mai avec André. Le 19 mai, je vous attends nombreux, on va s'amuser. Merci, très belle journée à vous tous, profitez-en bien, très belle journée à vous.